How's a new lung? It's great. Thanks. You'll never guess what we did with the old one. What? Tout le monde critique le chantage, mais regardez, ça marche! Salut tout le monde et bienvenue sur Chronique Fantastique. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce qu'il faut retenir de l'épisode 4 de Alien Earth. Comme d'habitude, cette vidéo est full spoiler, vous êtes prévenus. Avant d'attaquer l'épisode, petit correctif utile par rapport à la vidéo précédente. Plusieurs d'entre vous l'ont justement rappelé, Bishop précise dans Aliens que l'acide moléculaire s'oxyde après la mort de la créature, ce qui neutralise son effet. The molecular acid oxidizes after the creature's death, completely neutralizing. Bishop, you know, that's very interesting, but it doesn't really get us anywhere, does it? Du coup, cela explique pourquoi, dans certaines conditions, l'acide semble perdre de sa dangerosité. Fin de la parenthèse, on passe à l'épisode qui s'intitule « Observation ». Si ce titre laissait craindre un épisode de remplissage, en réalité c'est tout l'inverse. Alors oui, les accros à l'action pourraient être déçus, et on assiste à quelques scènes d'exposition assez lourdes. It's Peter Pan. Wait, the crocodile. You fought the crocodile, and now you can hear the clock. Mais globalement, cet épisode consolide certaines pistes entrouvertes jusque-là et en déplie de nouvelles. Et c'est déjà très bien. Surtout, le titre fonctionne à double détente. Tout le monde observe tout le monde, tantôt de manière scientifique, tantôt de manière machiavélique, voire sadique. Et d'un autre côté, on continue notre observation sur ce monde complètement fucked up. En commençant cette fois-ci par le petit chef. Épisode après épisode, Boy Cavalier se montre toujours un peu plus détestable dans ses agissements, et plus particulièrement dans sa façon de s'approprier tout ce qui lui tombe sous la main. The unit you call your sister is the property of the Prodigy Corporation. Il pique un peu moins Joe. Cette semaine, on apprend qu'il lui offre un organe tout neuf. En apparence, un geste généreux, en réalité un levier de contrôle. Même mécanique avec Curly. Sous prétexte d'encouragement, il rabaisse brutalement la jeune fille en la comparant à Wendy, histoire de piquer l'ego, d'attiser la jalousie et de fabriquer une émulation. Toxique, certes, mais émulation quand même. Sure, you speak French, but can you do that? Boy sait absolument comment arriver à ses fins et utilise des techniques bien différentes selon les personnages. Même si le chantage fait partie de ses méthodes favorites. Could you help me figure out what the aliens are saying? I'll let you keep him. Il voit tout, enregistre tout et réemploie tout. L'aveu de Joe à sa sœur, interdiction de l'approcher quand elle était encore humaine, devient immédiatement une munition pour déstabiliser Wendy. Because they wouldn't let me see you when you were in the hospital. He didn't even come visit you when you were sick. Ce fonctionnement à la Big Brother et à la privation de liberté contre faux privilèges nous rappelle qu'une dictature ne s'installe pas en fonction d'un régime politique, mais bien en fonction des personnes au pouvoir. Autre preuve que ce monde est une sorte de dictature ultra-capitaliste, cette petite intervention a priori anodine de Boy Cavalier. How did you hack the data to watch your brother? Asimov said above a certain level, technology is indistinguishable from magic. Seulement, cette phrase n'est pas d'Isaac Asimov, mais d'Arthur C. Clarke. Techniquement, il s'agit de la troisième loi de Clarke. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. L'attribuer à Asimov sert le storytelling de Boy. Il s'adosse à l'aura du père du cycle des robots pour légitimer ses recherches. Est-ce une erreur arrogante, façon David qui confond Byron dans Covenant? Possible. Mais l'hypothèse la plus féconde, c'est celle de la falsification utile. Réécrire l'histoire pour maîtriser le cadre. On n'est pas dans la censure, on est dans la réécriture. Une idée très populaire chez les dictateurs et les personnalités politiques populistes. Bref, pour notre Elon Musk 2.0, tout sert d'excuse pour percer les mystères des créatures de Wendy et tester le bon fonctionnement de ces hybrides. Et justement, à ce propos, l'un des enfants perdus commence sérieusement à avoir les fils qui se touchent. Un plan suffit à poser le ton. La tête de poupée échouée sur la plage signifie la fin du conte de fées pour les hybrides. C'est simple, l'épisode va passer son temps à nous expliquer clairement qu'ils ne sont que des produits, des expériences. Parmi eux, Nibs est la plus fragile. Tout débute par une scène clé, celle où Arthur et Dame Sylvia se réfugient au fond du jardin pour échapper aux caméras de surveillance. D'ailleurs, on aperçoit un crocodile furtivement, signe que le danger approche pour eux. Je pense que maintenant vous avez les refs à Peter Pan, j'insiste pas. Lors de cette discussion, Arthur reste très vague, comme si lui-même ne savait pas réellement ce qu'ils avaient fait,
alors qu'il en est l'un des instigateurs. Il énonce même la possibilité selon laquelle les hybrides pourraient être des intelligences artificielles entraînées à partir du cerveau de chaque enfant. And if we did this wrong, best case, we got a bunch of AIs running around thinking that they're human. Worst case, we killed 6 kids. Leur réelle conscience serait alors morte en même temps que leurs enveloppes corporelles. En revanche, si l'on entraîne une IA sur un cerveau, on hérite apparemment aussi de ses bugs et traumas. La preuve avec Nibs qui explose en déni de corps synthétique. Elle dit ressentir une grossesse, l'expérience la plus naturelle qui soit. Ce fantôme de sensation vient de son traumatisme récent avec l'œil tentaculaire, mais peut-être pas seulement. L'actrice l'a confié dans le podcast consacré à la série, elle a joué Nibs comme une enfant au passé humain traumatique. Cela expliquerait pourquoi elle sait exactement comment on fait des bébés. Nous l'avons vu ensuite, les émotions brutes des enfants dans un corps surpuissant peuvent provoquer des catastrophes. On n'est peut-être pas si loin d'un dérapage majeur. Ça ne fait aucun doute, Moreau savait dès le départ que Slightly ne pourrait pas lui voler un ovomorphe. Non, il lui a simplement matrixé le cerveau en lui faisant le coup classique de l'ancrage. On fixe un prix impossible, puis on se replie sur la vraie demande afin de la faire mieux accepter. Le vrai but de Moreau n'était pas l'œuf, il attend le chaos pour ramasser les restes. Nous avons vu qu'il sait exactement comment agir en pleine crise. En laissant traîner un peu, il pourrait récupérer les spécimens tout en anéantissant le principal concurrent de Weyland-Yutani. Sa mission serait largement accomplie. Et Slightly dans tout ça? Deviendra-t-il Monsieur Mouche ou va-t-il être sacrifié pour lancer une nouvelle intrigue? Si Boy décide de l'éliminer, et il n'hésitera pas s'il le juge nécessaire, on peut s'attendre à un embrasement chez les enfants perdus, à commencer par son plus proche copain qui porte, tiens donc, le nom de Smee, c'est-à-dire le nom de Monsieur Mouche. Affaire à suivre. Cette semaine, du côté des créatures orc-xénomorphes, nous avons seulement pu observer le fascinant Theoculius prendre possession d'un mouton. Oui, d'un mouton, pas d'une chèvre. Faut vraiment être aveugle pour pas voir la différence. Évidemment, le symbole du mouton claque, puisqu'il s'agit du premier mammifère cloné avec Dolly, rappelez-vous. Pour en revenir à Theoculius, ce qui m'a choqué, tout comme vous j'imagine, c'est pas tant le gore autour de toute cette procédure affreuse, mais plutôt la manière dont l'animal se dresse sur ses 2 pattes arrière. Alors premièrement, ça fout les jetons, mais après on peut se demander pourquoi se met-il dans cette position. Essaie-t-il déjà d'imiter ses futurs hôtes qu'il observe, ou bien a-t-il été trop habitué à être bipède dans un passé récent? Je sais pas moi, sur un vaisseau peut-être. Bref, rassurez-vous, nous devrions avoir la réponse la semaine prochaine, puisque, ô joie, l'épisode devrait être consacré à ce qu'il s'est passé à bord du Maginot. C'est un grand classique de la saga Alien. Le synthétique finit toujours par être le personnage le plus fascinant. Kirsch ne fait pas exception à la règle. Il s'avère tout simplement impossible d'affirmer quel sera son prochain move. D'un côté, il encaisse de moins en moins les pics de Boy, et inversement, Boy ne cache pas son mépris envers lui, comme s'il avait développé un complexe. Je veux dire, il va jusqu'à attirer l'attention de Theoculius lorsque ce dernier observe Kirsch et Isaac. Kirsch reprend également la signification des 3 singes de la sagesse à son compte. Et c'est plutôt intelligent de la part des scénaristes, parce qu'en quelque sorte, Kirsch représente à lui seul cette définition. Kirsch voit tout, entend tout, mais fait semblant de ne rien savoir. Pour l'instant, il ne dit rien. Dans cette scène avec Slightly, il lui pose à peu près la même question que Moreau lui a posée dans l'épisode 3. Pourtant, il a déjà vu et entendu tout l'échange entre eux. Il connaît donc la relation qu'entretiennent Slightly et Moreau, mais pour le moment, il ne dit rien. Pourquoi? Je pense qu'il n'a pas encore choisi son camp. Peut-être ne peut-il pas faire de mal à son propriétaire et qu'il se demande si le fait de rester neutre pourrait éliminer Boy Cavalier. Même interrogation concernant l'évolution du xénomorphe. Il a pris connaissance de toutes les données à bord du Maginot. Pourquoi laisserait-il un embryon se développer sur cette île alors qu'il sait exactement ce dont est capable la créature? En fait, nous ne savons même pas quel type de synthétique il est. Étant donné la guerre commerciale entre les grandes corporations, il ne serait pas étonnant qu'il ait été conçu par Prodigy. Toujours est-il qu'il continue à observer les créatures avec beaucoup de fascination. Et sa manière de scruter Wendy lors de la scène finale peut également signifier qu'il va tenter de réellement la prendre sous son aile, mais hors du giron de Prodigy. Bref, je réfléchis tout haut, alors ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. La preuve, la semaine dernière, je me suis vautré en théorisant sur Wendy. Et ouais,
Wendy s'est vraiment levée pour rejoindre le laboratoire en fin d'épisode 3. N'empêche, elle continue de déjouer toutes les attentes. On savait depuis l'épisode 2 qu'elle parvient à entendre les ultrasons produits par les xénomorphes. Ici, elle est capable de les convertir en signaux audibles pour les humains. Mais encore une fois, rien n'est explicable en l'état. Tout n'est qu'observation et supposition. Face aux poumons de Joe, par exemple, Wendy chante. Est-ce un rituel anti-peur à la Ripley dans Alien ou à la Moreau plus récemment? Ou l'ébauche d'un instinct maternel vis-à-vis d'un Chestburster avec qui elle parvient à communiquer? Sur internet, les théories qui voient Wendy en reine Xéno pullulent déjà, mais oh, doucement. Ce que la série installe pour l'instant, c'est simplement un premier contact, pas forcément une hiérarchie de ruches. J'ai en tous les cas hâte de voir comment vont réagir Kirsch et Boy face à la relation affectueuse qu'entretiennent Wendy et le Xéno. Voilà, j'en ai fini avec cet épisode. N'hésitez pas à me confier vos théories en commentaire et également à me dire ce que vous pensez de ce format. J'ai noté une belle chute des vues entre les 2 dernières vidéos, et même si je sais que la série est mécaniquement moins suivie au fil des épisodes, n'hésitez pas à me dire si des améliorations sont selon vous nécessaires pour rendre la vidéo plus agréable. N'oubliez pas de liker et partager si cela vous a plu, c'est très important, surtout pour une petite chaîne comme la mienne. Moi je vous dis à très vite sur Chroniques Fantastiques.